Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de John Ho, et si vous ne connaissez pas son nom, vous avez probablement déjà vu son travail. C'est le directeur artistique du Seigneur des Anneaux, et du Hobbit, et des Anneaux de Pouvoir, et un des grands illustrateurs de Tolkien, et il a fait du Game of Thrones aussi, et en fait beaucoup d'autres choses. C'était à l'exposition John Ho à Landerneau, en Bretagne, et j'ai eu la chance de discuter un peu avec l'illustrateur qui a probablement le plus marqué mon imaginaire, et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. John, bonjour, vous êtes illustrateur dans la vie et vous êtes surtout connu pour le travail que vous avez pu faire sur l'œuvre, les adaptations en tout cas du Seigneur des Anneaux, mais pas uniquement. Et voilà, on est là pour parler un petit peu de votre travail, de comment vous l'abordez, de pourquoi. Et voilà, la première question que j'ai envie de poser, qui est une question qui me touche beaucoup. Si je ne m'abuse, vous avez fait beaucoup de reconstitutions historiques dans la compagnie de Saint-Georges, qui est une compagnie suisse, et comment vous êtes arrivé à l'histoire vivante ? Un peu par hasard vers la reconstitution, puisque j'avais un très bon copain qui était vraiment très, très féru de tout ça et qui a créé la compagnie de Saint-Georges, qui a choisi l'époque des guerres de Bourgogne, puisqu'il y a un ancrage en Suisse qui est évidente avec Morat et Granson. Et là, on est à la fin du 15e, troisième quart du 15e siècle, qui est une période relativement bien documentée qui permet d'approcher tous les aspects de la vie, surtout militaire, à cette époque-là. Donc pour moi, c'était un enchantement, puisque du coup, on a des références extrêmement exigeantes, et puis donc on s'y colle, on essaie de faire au mieux, on essaie de reconstituer tous les objets de la vie quotidienne dont on a besoin. Et puis, il y a les représentations pour le public, et ensuite il y a le moment magique où le public est parti et tout le monde reste en costume et on a une soirée où il n'y a aucun élément invasif en quelque sorte qui ne devrait pas être là. Et visuellement, c'est un enchantement. Et cette espèce de consistance visuelle est un bon appui pour la notion de la consistance du fantastique, si vous voulez. Parce que le fantastique, c'est loin d'être n'importe quoi. C'est toujours parti d'une envie de faire un monde qui a une cohérence interne et des portes d'entrée pour le public. Donc du coup, la reconstitution, pour moi, était une grande époque qui m'a vraiment beaucoup aidé. Quand on a le privilège de le faire, de porter les habits, d'avoir les armes et les accessoires, on les dessine mieux après. Donc c'est tout aussi simple que ça. Et puis on a eu ça dans les mains, on a porté ça des jours entiers. Et du coup, on fait attention à toutes ces petites choses qui sont de l'ordre du pratique, du quotidien, de transpirer, de vivre. Et puis et tout ça, ça vous amène à une couche de crédibilité potentielle dans ce que l'on fait dans le fantastique. Et donc vous avez réussi à prendre tout ce savoir que vous avez pu acquérir grâce à la reconstitution, la retransmettre dans vos œuvres, et ça se voit, c'est-à-dire que étant moi-même dedans, je vois les petits éléments, les petits objets, les armures qui sont jamais autant réalistes que quand vous les dessinez. Et ensuite, ça a servi pour les films et les œuvres de Peter Jackson de manière générale. Et ça se voit, on dit souvent que la première trilogie du Seigneur des Anneaux est bien plus réaliste que la plupart des films pourtant dits historiques. Est-ce qu'il y a eu une volonté de la part de la production de faire comme ça ? C'est juste que ça leur plaisait d'avoir l'esthétique qui allait avec, ou c'est un hasard ? Comment ça s'est passé ? Pour rebondir sur la toute première partie de la question, c'est travailler dans le fantastique où il y a un ancrage dans le réel. C'est le grand bonheur puisque vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez l'appui historique qui est vrai, enfin véridique pour autant que l'on l'interprète convenablement, et ensuite la liberté totale de faire ce que l'on veut et pas de responsabilité. Personne ne va me reprocher de mal dessiner un accrochage d'épée à la ceinture, mais j'ai envie que ce soit fonctionnel. Donc du coup, il y a une intégrité interne au monde que l'on crée, qui sont de l'ordre du fantastique, et ça a été transposé dans Le Seigneur des Anneaux
par l'enthousiasme du metteur en scène, du Weta Workshop, de tous les artisans qu'on a pu rencontrer qui travaillaient là-dessus, l'envie de faire presque plus vrai que historique en quelque sorte, de recréer l'histoire de ce monde de par ces quelques accessoires et ces quelques décors qu'on a pu réaliser. Et c'est clair qu'en compagnie de mon collègue Alan Lee, qui est vraiment un grand connaisseur de choses historiques, on a tenté d'apporter une forme de crédibilité. Évidemment en respectant le texte, en respectant les désirs du metteur en scène, mais d'installer pour les gens qui allaient venir quelque chose qu'on espérait les aider à entrer, à oublier que c'est de la fiction. Donc un grand travail chez les costumiers pour les costumes, un énorme travail sur les décors, et tout ça dans le but de faire quelque chose qui aurait un côté tangible et crédible. Est-ce que vous pensez que ça a aidé les comédiens, les acteurs à mieux jouer leur personnage, à mieux rentrer dans leur personnage, d'avoir des choses qui sont finalement complètement fonctionnelles? Les comédiens sont des gens formidables qui arrivent à jouer dans un cube avec des murs verts s'il faut, mais c'est difficile pour eux. Donc tout ce qui est décor et costume sert à une double fonction. D'une part, évidemment, pour être filmé par une caméra, mais aussi pour offrir aux comédiens un univers dans lequel ils peuvent s'immerger le temps de faire une scène. Et je crois que c'est important, surtout de nos jours où on a beaucoup d'écrans bleus et verts. C'est un peu triste quand même certaines fois pour les comédiens. Et à voir les réactions des comédiens qui découvrent un décor, puisqu'ils ne les voient pas vraiment avant d'arriver pour tourner la scène, on est parfois enchanté parce qu'ils sont là, ils découvrent quelque chose qui les transporte. Et on espère que ce transport, justement, peut les aider un petit peu à faire ce qu'ils ont à faire. C'est le côté un peu immersif qui les aide, oui, finalement. Et puis l'arrivée de quelqu'un de vivant en costume dans un décor sur lequel on a bossé des mois et des mois, parfois des années en amont, c'est toujours un moment magique puisque du coup c'est habité, ça devient vivant, ce n'est plus vide. Il y a tellement d'étapes, on va de l'étape idéalisée presque en quelque sorte, où on fait des croquis dans le vide, et là on peut dessiner ce que l'on veut, ensuite on doit se confronter à toutes sortes d'exigences au fur et à mesure, conserver ce qui peut l'être. Le décor qui est construit, il est vide, les accessoiristes arrivent et ils le rendent vivant, et ensuite les comédiens arrivent et tout d'un coup c'est un monde. C'est beau. Ah oui, c'est magique, puisqu'en plus, lorsqu'on fait de la peinture et du dessin, on n'a pas tout ça comme possibilité, on doit le suggérer. On n'a pas les 3 dimensions, on n'en a que 2, on n'a pas les éclairages, on doit tenter de les imiter ou de les suggérer. Et tout d'un coup, vous êtes dans un univers que vous avez aidé à créer, et là, tout y est. Vous vous dites, mais si je pouvais avoir ça avant de faire le dessin, ce serait super. Plus pratique. Mais ce serait pratique, ouais. Et du coup, entre la reconstitution historique, ces rencontres avec les objets ou avec les œuvres, également la cathédrale de Strasbourg, Delphes que vous évoquiez, est-ce que vous pensez que c'est la rencontre avec le réel qui peut le plus faire aimer l'histoire et d'autres univers que simplement une théorie un peu effacée? Je crois que le tangible, ça nous touche toujours. Je crois que et malgré tout, il faut s'éduquer, il faut s'informer, il faut s'intéresser. L'indifférence tue tout. Finalement, on se dit, ouais, bon, encore un truc, ça ne me touche pas. Alors, il faut se demander pourquoi ça ne me touche pas. Et puis, chaque fois que je vois de nouvelles choses, je me dis, mais qu'est-ce qui me manque à moi pour que je ne puisse pas apprécier ça comme il faut? Et puis je passe vraiment mon temps à naviguer entre ces deux mondes, c'est-à-dire le nôtre et ces envies de ce que peut apporter les mondes imaginaires qui nous font en quelque sorte s'envoler dans quelque chose qui paradoxalement nous rapproche de nous. Donc du coup,
Oui, c'est un... je ne sais pas comment dire. C'est clair que j'ai passé 40 ans en plus à faire ça. C'est devenu un métier, c'est devenu aussi une façon de voir le monde. Donc du coup, finalement, ce que vous faites et surtout ce que l'on fait dans ces métiers-là vous donne point de vue sur le monde qui gouverne votre vie. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Mais... Et puis c'est vrai que j'y crois aussi. Je suis perpétuellement émerveillé par les choses. Et ça peut être un lever de soleil, ça peut être une côte un peu sauvage, ça peut être une œuvre architecturale, sculpturale, une peinture, un objet tout simple. Je me dis, mais c'est génial. Est-ce que perdre l'émerveillement, c'est pas un peu perdre son humanité quelque part? C'est fermer une porte sur les opportunités. Je crois qu'on est... Pour quelle raison on se donne tellement de peine à faire ce que l'on fait? Il doit y avoir une raison, puisqu'on fait beaucoup de sacrifices pour tout ça. On bosse des heures longues, on s'instruit, on fait un effort, c'est du boulot. Et la récompense n'est pas le public. Bon, ça fait partie, et c'est clair que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir un public qui arrive à trouver des points de contact dans ce que vous faites. Mais la récompense, c'est justement la perpétuelle envie d'émerveillement, de se dire, mais c'est juste beau. Et c'est un des trucs qui me fascine le plus avec la nature, c'est que la nature n'a pas besoin de nous. Et d'ailleurs, elle serait mieux si on n'était pas là, probablement. Donc du coup, quand vous êtes devant un paysage qui est tout juste sublime, ça vous efface, ça vous gomme, vous n'êtes plus là, vous partez dans l'air comme ça, et vous disparaissez là-dedans. Et ça, pour moi, c'est vraiment des instants magiques. Vous diriez que c'est pas le but, mais un des buts de votre œuvre au sens large, c'est de transmettre un émerveillement? Absolument. Oui, de transmettre ce que j'ai pu ressentir, de tenter de dire que le monde, il est passionnant si on est passionné. Si on n'a pas de passion, le monde, il est un peu terne des fois. Et je trouve ça dommage, puisque les opportunités sont tellement grandes, pourquoi pas les saisir? C'est vraiment... Et le fantastique est on peut le déconsidérer comme une chose un peu distillée du réel, mais pas du réel, donc pas important. Pour moi, le fantastique serait plutôt... J'appelle ça du surréel. Je sais que le mot était approprié par un autre style de peinture, mais pour moi, le fantastique, c'est du réel avec une couche supplémentaire au-dessus, qui nous le rend encore plus extraordinaire, qui nous aide à l'interprétation de ce réel. Et puis j'ai envie de... Il y a presque un côté écologique là-dedans. C'est que si, par le biais du fantastique, on peut transmettre la notion du respect de la nature par le dessin, c'est ce qu'on doit avoir par rapport à la nature d'aujourd'hui. C'est un peu de respect. Et puis, tout ce qui est conte, mythologie, conte et légende, la nature est considérée souvent comme une entité tangible et non pas comme un truc qu'on découpe selon qu'on va prendre l'eau ou les minéraux ou autre. Donc on a eu pendant des milliers d'années, à la limite, un rapport transactionnel avec la nature. Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour être plus riche, plus confortable? Maintenant qu'on a réussi à un peu tout casser, on est dans une position où il faut qu'on se réapproprie notre rapport à la nature. Il y a une anecdote que j'évoque souvent. Il y a une rivière en Nouvelle-Zélande qui est maintenant juridiquement une personne. Donc ils lui ont donné le statut d'individu. Et du coup, si vous jetez votre poubelle dans la rivière,
il va vous poursuivre en justice. Et il y a des gens qui s'occupent justement de cette entité. Et du coup, ça fait deux choses. C'est à la fois, ça le protège, et ça donne une autre appréciation de cette rivière, puisqu'une rivière, ça va de la source jusqu'à la mer. Du coup, c'est quelque chose que l'on peut considérer en son entier, et par extension, son environnement autour. Et je trouve ça, c'est une expérience extraordinaire qui était, je pense, très inspirée par la culture maori. Et puis du coup, je me dis, mais on doit faire ça, on doit arrêter de tout découper par juridiction et Dieu sait quoi, qui ne correspondent à rien par rapport à la nature. Et puis tout ça, c'est important. Alors, je ne mène pas de croisade écologique, c'est clair. Il y a des gens qui font ça mieux et pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est un élément important dans ce que je fais. C'est intéressant parce que c'était déjà un peu dans les questionnements de Tolkien également, et donc parce que dans les œuvres que vous avez faites, même qui ne sont pas liées à Tolkien, il y a aussi une inspiration qui était celle de Tolkien, et donc on a l'impression d'un cercle un peu. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Finalement, les préoccupations demeurent, les sujets que l'on traite changent, mais les préoccupations restent les mêmes. Et c'est important, et c'est là où on a le bonheur de travailler des fois sur des auteurs qui ont un peu cette même perception des choses, où on sent que, ah oui, mais là, bon, c'est un peu la même chose. Alors que là, on est dans l'image, donc c'est du non-dit. Oui. Donc c'est un autre langage, en quelque sorte. Et du coup, c'est assez passionnant. J'ai toujours vu les Ents comme la revanche possible de la forêt sur les hommes. Donc je pense à ça quand je les dessine. Ce serait difficile de ne pas y voir autre chose. Oui, c'est difficile de ne pas y voir. Puis aussi la notion que la nature est un être avec des êtres, et que le vivant a une conscience en quelque sorte. Enfin bon, tout ça moi je trouve tout ça passionnant. Eh ben, moi aussi. Et ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour merci à vous. Ces transmissions. Merci pour ces belles questions. On a toujours envie de tenter d'expliquer pourquoi on fait ce que l'on fait. Et puis là, évidemment, les réflexions que j'arrive à faire petit à petit viennent du dessin, viennent de l'expérience par rapport au dessin, à la peinture. Donc du coup, c'est pas structuré. Et puis l'opportunité de tenter de le synthétiser, de le rendre compréhensible, d'en parler, c'est toujours une opportunité qui me plaît beaucoup. Et puis c'est vrai que pour moi c'est intéressant aussi, ayant été beaucoup inspiré par vos œuvres depuis mon adolescence. C'est arriver à mieux comprendre aussi moi-même, ça me permet de reboucler autre chose. Et donc c'est intéressant, donc vraiment merci pour ce moment. Merci à vous. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez dû remarquer pas mal de similarités entre son discours et le mien, et c'est pas un hasard. Je vous mets la version longue de l'interview dans la description, c'est sur ma chaîne secondaire, il y aura de plus en plus de contenu dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, et vraiment c'est quelqu'un d'absolument passionnant. L'exposition sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John O reste au fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau jusqu'au 28 janvier 2024, donc n'hésitez pas à passer la voir. Pour le reste, eh bien, puisque c'est la première vidéo de l'année, la 148e de la chaîne en 5 ans d'existence, eh ben, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'avais envie de commencer avec quelque chose d'un peu calme, mais qui soit extrêmement, un peu simple finalement, mais extrêmement important pour la chaîne, puisque d'une certaine manière, si je suis là, si vous êtes là, c'est aussi grâce au travail de John O. Donc c'était un plaisir de vous le partager. On se retrouve cette année pour beaucoup de projets, il y a plein de projets qui sont un peu en attente depuis longtemps, qui vont voir le jour cette année, c'est en cours. Je vous réserve beaucoup de surprises, donc n'hésitez pas à vous abonner, allez jeter un œil à la chaîne secondaire si ça vous intéresse d'avoir du contenu supplémentaire, et puis comme d'habitude, likez, partagez, commentez cette vidéo si vous voulez bien faire connaître le travail et la philosophie de John O, moi ça me fera plaisir, et évidemment ça fera avancer la chaîne, et d'ici là, n'oubliez pas évidemment que l'histoire est vivante.